Tranche de couple, avec Max et Guillaume, notre vie, notre monde. saison 2. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans notre premier épisode de la saison 2 de notre podcast Tranche de couple. On est vraiment ravis de vous retrouver en cette rentrée de septembre 2020. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. C'est effectivement un grand bonheur pour nous de nous retrouver sous notre toit, dans notre studio d'enregistrement pour cette nouvelle saison qui s'annonce sous de bons auspices. Il fait grand beau ici. C'est de nouveau l'été. Certains diront que c'est l'été indien, hein, Max ? Exactement, il fait assez chaud. Donc, comme on vous l'avait annoncé dans notre épisode bonus numéro 2, la nouvelle saison de ce podcast sera organisée, structurée autour de 3 grandes rubriques. Une rubrique actu, une rubrique vie de couple et puis une rubrique découverte. Pas de grands changements fondamentalement par rapport à la saison dernière, mais des petits ajustements qui, on l'espère, feront toute la différence dans votre écoute. Et comme d'habitude, on est ravis que vous nous écoutiez. Un grand merci. N'hésitez pas à mettre des commentaires ou à noter ce podcast si vous l'aimez dans votre application de podcast préférée. Et puis surtout à le faire partager, le faire découvrir, parce que c'est aussi sympa pour nous d'avoir de nouveaux auditeurs. Sur iTunes, sur Spotify et sur YouTube. Et n'oubliez pas aussi de nous envoyer un petit message pour nous dire que vous écoutez régulièrement notre podcast. Ça nous fera plaisir. Alors on commence avec la rubrique Actu et Guillaume va nous parler tout d'abord de Grèce et de Turquie. Absolument, 2 brèves d'actu pour moi aujourd'hui. La première, c'est les tensions diplomatiques entre la Grèce et la Turquie depuis maintenant un mois. Depuis que le 10 août, la Turquie a pénétré les eaux territoriales grecques avec un bateau de recherche scientifique pour y mener des recherches gazières. Il faut savoir que la Méditerranée, de plus en plus, est un enjeu géopolitique, géostratégique, parce qu'il y a des richesses pétrolières et gazières assez importantes, dans des mesures qui, en tout cas, vont devenir intéressantes. Il va devenir intéressant d'y creuser et rentable, surtout pour les entreprises. Et puis, la Turquie et la Grèce, c'est des relations de je t'aime, moi non plus, depuis pas mal de temps, mais en particulier depuis le début du XXe siècle, puisque le partage des eaux territoriales se fait, en tout cas, certains le considéreront à la faveur de la Grèce, qui possède un certain nombre d'îles très proches des côtes turques, ce qui rend la zone économique exclusive, la zone sur laquelle la Turquie peut effectuer des recherches ou pêcher sans en rendre compte à ses voisins, assez limitée. Voilà, c'est une source de tension. Il y a eu ce week-end des discussions à l'OTAN, puisque les deux sont membres de l'OTAN, donc à Bruxelles, entre les deux parties, pour essayer de désescalader un peu les violences, en tout cas verbales et diplomatiques, qui ont eu lieu ces dernières semaines. Un signe d'apaisement de la Turquie aujourd'hui, en tout cas c'est comme ça qu'on le vit. La mission du navire de recherche gazière n'a pas été prolongée, elle est donc arrêtée, il est retourné dans un port en Turquie. On espère que ça va durer et que les tensions vont s'apaiser. Comme d'habitude, l'argent, donc les ressources gazières et pétrolières, c'est le nerf de la guerre. Et donc malheureusement, on se doute que les tensions risquent de continuer parce qu'aucune des deux parties n'ont vraiment envie de céder le pas à l'autre. Et donc malheureusement, on risque d'entendre ce sujet-là dans nos prochains épisodes dans l'actualité. Et c'est bien dommage parce que, d'abord, on n'a pas besoin de tensions supplémentaires dans cette région. Et puis la Grèce étant membre de l'Union européenne, c'est aussi un sujet interne quelle est la solidarité entre membres de l'Union européenne. Et quelle est la position, mais tu nous en reparleras peut-être un jour, de l'Union européenne. Est-ce qu'on arrive à faire que l'Union européenne parle d'une seule voix sur la scène internationale ? Deuxième sujet, Guillaume ? Deuxième sujet aujourd'hui, alors c'est un sujet qui, pareil, date du mois d'août, mais qui est toujours brûlant. C'est l'élection présidentielle qui a eu lieu le 9 août en Biélorussie, qui a vu la réélection magistrale à 80,08% des voix d'Alexandre Loukachenko. Sauf que là où on avait, certains journalistes ont relevé que la Biélorussie est très longtemps restée un pays, je cite, dans le formol, on a vu une partie de la population, en tout cas, s'élever contre ces résultats et crier à la fraude. Effectivement, il a été compliqué pour les observateurs internationaux de faire leur travail ce jour-là, donc difficile de dire si, oui ou non, il y a eu des fraudes, en tout cas, notamment via les réseaux sociaux, via Twitter. Il y a certaines images un peu cocasses qui ont circulé, notamment des urnes qui sont des sachets de
a priori, de bulletins de vote qui sont expédiés par la fenêtre sur une pauvre petite dame qui les descend sur une échelle avec des policiers qui l'attendent en bas. Bref, en tout cas, tout ça pour dire que les manifestations se poursuivent, que même si jusqu'à maintenant les débordements ont été relativement limités, il y a eu quand même pas mal de soucis de violence, probablement des deux côtés, mais notamment de la part de la police et des forces de l'ordre. La principale opposante, Svetlana Tikhanovskaya, qui a été obligée de s'exiler depuis ses élections en Lituanie, a dénoncé les fraudes et demande que l'élection soit reconduite. Il faut savoir aussi que une autre figure de l'opposition, Maria Kolesnikova, autre détail cocasse, qui est aujourd'hui détenue en Biélorussie. Les autorités biélorusses ont cherché à l'expulser en Ukraine, sauf que cette dernière a déchiré son passeport et donc il était inutilisable et ils n'ont pas pu l'expulser, contrairement à deux de personnes qui travaillaient avec elle, et elle a donc été emprisonnée à partir de ce moment-là. Encore une fois, on s'interroge sur la voie que pourrait porter l'Union européenne. Les positions ont été prises relativement fermes tout de même, notamment de la part de Josep Borrell, pour dire que l'Union européenne ne reconnaissait pas en tant que telle, en tout cas, le résultat des élections. Tout à fait. C'est encore un sujet pour l'Union européenne. Et on voit aussi aujourd'hui des petits hommes en noir, sans uniforme biélorusse, mettre des opposants dans des camionnettes et les enlever des manifestations. Donc on voit là encore que c'est un sujet important de démocratie, d'état de droit, dans un pays qui est juste aux portes de l'Union européenne. Et malheureusement, c'est un sujet dont les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont parlé, mais pour l'instant, aux dernières nouvelles, Chypre bloquait une décision sur des sanctions parce qu'elle mettait dans la balance justement le premier sujet, c'est-à-dire la Turquie. Merci Max. Est-ce que tu veux maintenant nous parler d'un sujet qui est un peu notre sujet favori, notre petite marotte depuis le début de ce podcast, comme quoi on vous avait dit Madeleine de Proust. Voilà, c'est ça. On vous avait dit qu'on allait tout changer, mais en fait, pas tant que ça. En même temps, l'actualité nous y oblige. On vous avait promis un sujet un peu plus poussé. Eh bien, c'est Max qui aujourd'hui va nous parler du Brexit. Ben oui, on n'a pas encore fini. Et puis, Boris Johnson était en pleine forme ces dernières semaines. Exactement. Alors, cette troisième sous-rubrique de l'actu, on décrypte l'Europe. Et c'est vrai qu'on est un peu confus, vous êtes un peu confus peut-être, avec Boris Johnson et le gouvernement britannique qui refusent d'appliquer un accord avec l'Union européenne. C'est lié à cette question de l'accord du Vendredi Saint. En même temps, on dit que les négociations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne sur une relation future sont en cours. Enfin, mais qu'est-ce qui se passe ? Alors, on décrypte ensemble. Alors, tout d'abord, on va essayer de prendre par morceaux, par étapes, l'accord de retrait de l'Union européenne, du Royaume-Uni de l'Union européenne qui a été agréé le 17 octobre 2019. Vous vous en souvenez, on en a parlé dans notre podcast. On a bien dit agréé, hein. Voilà, donc il a été validé entre Boris Johnson, qui avait pris la suite de Theresa May, et les autorités européennes, donc les États membres. Et le point le plus sensible de cet accord, sur lequel l'ensemble des États membres s'étaient mis d'accord, c'était l'Irlande. Comment préserver la paix qui avait été basée sur le fait qu'il n'y avait plus de frontières entre l'Irlande du Nord et l'Irlande membre de l'Union européenne en tant que telle. Et cet accord de paix qui avait mis fin à des années de guerre civile autour de cette frontière, c'est l'accord du Vendredi Saint. Or, dès lors que le Royaume-Uni quitte l'Union européenne, il devrait y avoir une frontière entre cette Irlande du Nord qui appartient au Royaume-Uni et l'Irlande. Et donc, un des enjeux majeurs de cet accord de retrait, c'était de trouver un mécanisme qui évitait de remettre une frontière dure, physique, et donc de faire ressurger les tensions. Et l'autre enjeu, naturellement, sur l'Irlande, c'était comment maintenir l'intégrité du marché unique, parce que vous le savez, l'Irlande, c'est une île, et que donc, à partir du moment où il n'y a plus il n'y a pas de frontière douanière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande, tout produit qui arrive de l'Irlande du Nord vers l'Irlande peut ensuite intégrer le marché commun. Et donc, il y a un risque, en réalité, que des biens transitent par là et ne soient pas soumis à des mécanismes douaniers.
Alors, le compromis trouvé, effectivement, c'est qu'on va faire une barrière en termes douaniers entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni, et donc qu'il va y avoir un comité, donc le Royaume-Uni va notamment appliquer un certain nombre de règles de l'Union européenne dans cette partie-là, et qu'il y aura des tarifs douaniers finalement entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni pour que les biens puissent continuer à circuler entre l'Irlande du Nord et l'Irlande. Alors forcément, c'était un sujet un peu difficile parce que pour Boris Johnson, c'était déjà presque consacré le fait que le Royaume-Uni n'était plus une entité à part entière. Il y avait déjà un morceau et ça pouvait préfigurer une réunification. Alors ça, c'était voilà, en octobre. On a trouvé ce compromis. Depuis, Michel Barnier négociait avec les négociateurs du gouvernement britannique l'accord sur la relation future, la relation commerciale future, et notamment pour essayer de trouver un accord commercial qui permette une relation très favorable, puisque les économies étaient très intégrées. Non pas que ça n'allait pas très vite, mais en tout cas, les négociations n'avançaient pas beaucoup. Et les négociations, effectivement, patinaient beaucoup. Et l'objectif, agréé par tout le monde, c'est qu'en gros, d'ici octobre, il faut que les deux parties aient trouvé un accord, parce que le temps que les parlements respectifs, et notamment le Parlement européen et l'ensemble des parlements nationaux, ratifient cet accord, eh ben, il faut un peu de temps si on veut qu'au 1er janvier, à la fin de la période de transition, on soit désormais dans le nouvel accord. Et là, Boris Johnson, qui arrive comme une fleur, et qui propose une nouvelle loi qui, en gros, dit que finalement, ce qui a été agréé dans l'accord de retrait, il y a des nouvelles dispositions qui vont s'appliquer. Alors du coup, levée de bouclier, à la fois côté Union européenne et puis à la fois côté britannique. Et cette semaine, à la Chambre, au Parlement britannique, certains députés posent la question, mais est-ce que vous êtes en train de violer l'accord de retrait ? Et globalement, le gouvernement britannique qui répond, on viole l'accord de retrait de façon limitée, mais on le viole. Sachant qu'en droit international, violer un accord, c'est quelque chose qui ne se fait pas entre parties civilisées. C'est violer un accord international agréé entre deux parties. Finalement, un des grands enjeux, c'est que si le Royaume-Uni peut décider de manière unilatérale de renier sa parole, de revenir sur un accord qu'il a négocié avec un partenaire, plus personne ne va vouloir faire d'accord avec le Royaume-Uni. C'est quand même un enjeu important. Tu veux peut-être nous parler d'ailleurs de cette proposition d'un député européen espagnol ? Oui, un député européen espagnol a dit finalement peut-être que nous pourrions aussi renier un certain traité concernant Gibraltar, le traité d'Utrecht, voilà, mais simplement de manière limitée, mais bon, qui nous permettrait de reprendre le contrôle de Gibraltar néanmoins. Après tout, une fois qu'on a ouvert la boîte de Pandore, why not ? Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on a eu vent de cette loi avant qu'elle soit publique, donc il y a eu un petit peu de spéculation. Dès lors que la loi a été effectivement proposée par le gouvernement britannique, l'Union européenne a convoqué une réunion justement de cet accord de retrait. Il y a un comité de suite de cet accord de retrait. Donc le vice-président de la Commission l'un des vice-présidents de la Commission est allé à Londres discuter avec Michael Gove. Et en gros, l'Union européenne a donné un ultimatum de 3 semaines d'ici la fin septembre pour revenir sur les modalités qui figurent dans ce projet de loi. Alors si on est plus précis, l'idée c'est de ne plus avoir de démarche douanière pour les biens qui vont d'Irlande du Nord au Royaume-Uni, alors que c'était justement un des points importants, c'est-à-dire que la frontière était dans la mer qui sépare l'Irlande du Nord du reste du Royaume-Uni. Les restrictions à l'aide d'État en Irlande du Nord que le Royaume-Uni avait accepté, donc de suivre en gros la politique de l'Union européenne pour avoir une même politique des deux côtés de la frontière. Là, pareil, le Royaume-Uni peut revenir dessus. Et puis, c'est marrant, le Royaume-Uni pourrait lui-même décider quels sont les biens qui sont à risque de passer en Irlande et doivent avoir des tarifs douaniers. Donc, en gros, ils font leur soupe, quoi. Et l'Union européenne donc, a dit, voilà, vous avez 3 semaines, et si vous ne faites pas ça, on utilise les modalités de conciliation qui existent dans l'accord de retrait, donc soit la Cour de justice des communautés européennes, soit un comité d'arbitrage international qui en fait montrera bien que le Royaume-Uni est en faute, et donc il y aura des pénalités financières notamment à donner. Mais comme je disais, un des enjeux majeurs, c'est si c'est pas résolu, et je pense que Boris Johnson essayait d'en faire un point de négociation, il voulait utiliser ça comme un levier pour obtenir
peut-être un compromis plus favorable dans l'accord sur la relation future, eh ben, ça va avoir de vraies conséquences pour la capacité du Royaume-Uni à négocier d'autres accords internationaux, et notamment la speaker de la Chambre des représentants aux États-Unis, Nancy Pelosi. Oui, c'est un peu plus qu'une porte-parole, hein, parce que elle est présidente en gros de cette chambre, a dit que si le Royaume-Uni remettait en cause, en gros, l'accord du Vendredi Saint, ou mettait en danger l'accord du Vendredi Saint, donc remettait en cause l'accord de retrait, puisque l'accord de retrait est là pour protéger les bénéfices de l'accord du Vendredi Saint, alors à ce moment-là, Boris Johnson pouvait dire au revoir à un accord commercial avec les États-Unis. Ajoutons également, peut-être pour conclure, que le Parlement européen, un certain nombre de groupes du Parlement européen se sont exprimés et ont annoncé que s'ils refuseraient de voter un accord commercial avec le Royaume-Uni si jamais celui-ci avait lieu dans le cadre suite à une violation de l'accord de retrait qui a été négocié l'année dernière. Voilà, c'est tout pour ce point, mais je suis sûr qu'on aura l'occasion d'y revenir. Malheureusement, cette saga continue. On ne s'ennuie jamais. Alors, mais nous, on est contents, ça nous fait des choses à dire. On fait notre petite transition vers la rubrique vie de couple avec le petit point belgitude. On avait dit qu'on le mentionnerait à ce moment-là. Le petit point belgitude, ouais, ça reste un point d'actualité. En même temps, c'est notre vie en Belgique, puisque c'est ce qu'on vit nous au quotidien. Alors, le petit point belgitude, c'est qu'au cœur de l'été, ou presque, enfin à la fin de l'été, nous avons une nouvelle coalition qui s'est montée. La coalition Avanti. Donc, c'est une autre coalition dont on ne vous a pas encore parlé, qui était basée sur la coalition Vivaldi. Il faut savoir que les négociations ont eu lieu âprement entre les deux principaux partis du pays, donc le PS côté wallon et la NVA côté flamand, qu'ils n'ont pas abouti, et qu'en gros on va vers un scénario où la NVA, qui est pourtant parti majoritaire en Flandre, serait exclue du gouvernement fédéral. Bon, ça c'est une question parmi d'autres, mais en tout cas on a cette coalition Avanti qui est apparue à la faveur de la rentrée. C'est une coalition qui regroupe 7 partis, le PS, son équivalent flamand, le mouvement réformateur, et l'Open VLD qui est son équivalent flamand, Écolo et Groen, les deux partis écologistes de chaque côté de la frontière linguistique, et le CDNV qui est un parti plutôt chrétien-démocrate en Flandre. Ce dernier n'a pas d'alter ego francophone, puisque son alter ego francophone, le CDH, le Parti chrétien-démocrate, a été exclu des négociations. Alors, les négociations sont en cours. Il faut savoir que, histoire belge parmi tant d'autres, le préformateur, donc la personne, le responsable de parti de l'Open VLD, qui a été nommé par le roi pour mettre en avant et faire avancer cette idée de coalition, a été testé positif il y a une semaine maintenant au coronavirus. Eh bien oui. Et donc... On avait dit qu'on n'en parlait pas du Covid. Ah, c'est vrai, mais là je trouvais que c'était trop cocasse, voilà. Donc il faut imaginer que tout le monde tous les chefs de parti et tous ceux qu'il avait rencontrés, y compris jusqu'au roi, se sont soumis à un test. Tous, heureusement, sont revenus négatifs. Maintenant, on espère qu'ils vont aussi se mettre à Zoom et que nous allons pouvoir avoir, qui sait, un gouvernement dans les semaines qui viennent. Le gouvernement actuel ayant été prolongé jusqu'à début octobre, mais ça n'ira probablement pas au-delà. Wait and see, une histoire belge de plus qui arrive. Sans transition, notre vie de couple, la rentrée, on n'en peut plus. Et oui, alors là c'est un sujet de vraie vie de couple. J'imagine que pour vous aussi, la rentrée c'est synonyme de beaucoup de stress, un nouveau rythme qui reprend. Alors peut-être que vous en plus vous avez des enfants ou je sais pas moi. Quelle idée. Voilà, pas mal de nouvelles activités qui reprennent, un rythme à retrouver et ça se sent un petit peu sur le tennis, le violon, l'équitation. Ça se sent un petit peu sur la vie de couple, Guillaume. Nous, oui. Enfin, c'est pas une question. C'est pas la faute des enfants chez nous, mais... Non. Alors, du coup, on voulait vous parler du compromis dans la vie de couple. C'est pas la première fois, mais c'est la première fois de la saison 2. Ah. Exactement. Et puis voilà, le compromis, c'est un peu le quotidien de la vie de couple. Et dans ces moments un petit peu plus tendus, que notamment sur la rentrée, c'est un moment où on a dû en faire chacun des compromis. Et voilà. Alors, on a la chance d'avoir un peu de bouteille, un petit peu d'eau qui a coulé sous les ponts. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble, on se connaît bien, et donc on sait prendre sur nous aussi. Mais c'est vrai que c'est pas simple.
Alors, qu'est-ce qu'on peut donner peut-être comme exemple de moments où il a fallu faire un peu de compromis? Il faut savoir que chez nous, sur des grandes décisions ayant trait à notre vie et qui nous toucheront pendant longtemps, genre acheter une maison, genre une voiture ou des choses importantes, on est quasiment toujours très très vite d'accord et en tout cas ça ne mène jamais à une dispute. C'est souvent sur des tout petits sujets, des petits trucs qui sont complètement banals où on finit par se prendre la tête. La fatigue de la rentrée, la fatigue en général, des moments où on a un peu de tension parce qu'il y a un truc qui va pas, parce que on n'arrive pas forcément à exprimer ce que ce qu'on ressent et on comprend pas où l'autre veut en venir. C'est des choses qui sont compliquées. Ah oui, c'est vrai ça. Et oui, et ça, même si on essaye d'être toujours dans la communication, on a chacun notre propre façon de communiquer, et même après 10 ans, on ne s'est toujours pas complètement adapté à la façon de communiquer de l'autre. Alors, on arrive l'un l'autre à détecter que, tiens, l'autre voulait me dire quelque chose là, attends, donc réexplique-moi, t'es sûr que tu voulais me dire, parce que moi je comprends. Ça, on y arrive. Ouais, c'est vrai. On arrive à sentir que l'autre, ça va pas, mais que voilà, il faut parler là. Mais il faut qu'on apprenne à crever l'abcès. Voilà, c'est ça, à crever l'abcès et à ne pas s'énerver quand on lance justement ce genre de petite. C'est pas une pique, c'est même juste pour mieux se comprendre et comprendre où veut en venir l'autre. Alors ça peut être juste une bête histoire de, je sais pas moi, de rangement de verre d'eau. Enfin, c'est ridicule quand on y pense, mais en même temps, voilà, ça fait partie aussi. De notre quotidien. Il faut savoir, on vous en a déjà un peu parlé, mais qu'on est aussi... allez, on aime bien se chamailler gentiment déjà à la base. Se titiller, mettre le doigt là où ça fait mal, mais pas méchamment, pas être méchant, mais être un peu taquin, on va dire. Ouais, et puis il faut dire que bon, cette rentrée est aussi un peu particulière parce que au-delà, voilà, la rentrée, c'est toujours un peu plus de stress, un nouveau rythme, tout ça, on l'a dit, au boulot. Mais en plus, on a quelques facteurs exogènes supplémentaires, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'éventrer notre rue et les deux maisons d'à côté sont en train de faire des travaux, à démolir des murs et tout ça. On est littéralement comme on fait un peu de télétravail, c'est pas simple non plus. Voilà, ça n'aide pas effectivement pour... autant les premiers mois de télétravail ont été relativement tranquilles. Là, disons que c'est un peu Verdun dans la rue, c'est littéralement une tranchée ouverte avec des énormes engins toute la journée et le marteau-piqueur. À côté, ils sont en train de détruire un gros mur dans la maison. Dans l'autre maison, ils ont fini, je crois, de détruire les murs, mais là, ils coupent ici des carreaux, y compris à 7h30 le matin le samedi. Donc là, autant dire qu'ils m'ont entendu hurler littéralement par la fenêtre, avec tout le calme dont je peux faire preuve quand je suis réveillé à 7h30 un samedi matin. C'est pas que je fais des grasses maths jusqu'à 11h, hein. À 8h30 j'étais debout, mais c'est juste, non quoi, non. Bon voilà, donc le secret d'une bonne relation de couple réussie, c'est la communication. Parlez-vous, bon sang. Non mais c'est vrai en plus. Voilà, ça c'était un peu notre entrée sous le signe du compromis. Rien à voir avec The New Normal finalement, mais en même temps chez nous c'est toujours The New Normal le compromis parce qu'on essaye sans cesse de le renouveler et de mieux nous connaître l'un l'autre. Ça a été aussi l'occasion pour nous cette rentrée de faire un peu de cuisine et de faire des choses qu'on n'avait jamais fait encore en 10 ans ensemble. Mais de quoi est-ce que je peux bien? Ah ouais, c'est vrai qu'après les confitures qu'on a commencé à faire... allez, je dirais il y a 2-3 ans, on a commencé à faire quelques confitures et Guillaume est passé expert dans l'art de faire des confitures. Mais cette année, nous avons fait des conserves. Et oui, cette année, on s'est mis aux conserves. On va voir ce que ça donne. En fait, le sentiment de base, c'était de se dire qu'il y a des fruits et des légumes. À tout hasard, la tomate, la rhubarbe, qui sont des fruits extrêmement saisonniers, qu'on ne retrouve pas en hiver, qu'on aime pourtant beaucoup. Et on adorerait probablement retrouver l'un et l'autre de ces légumes en hiver. Alors, quelles sont les options dans ce cas-là? Soit on les achète au supermarché, parce qu'on les trouve toujours, hein, mais du coup ça heurte un peu notre quand même petite sensibilité écolo. On a été heureux d'apprendre par Daniel cet été qu'on avait quand même on avait quand même cette petite sensibilité écolo, ou en tout cas raisonnable. Et je pense que acheter des fruits et légumes de saison, ça en fait aussi partie. On a un petit calendrier dans la cuisine. Je vous suggère de faire pareil avec les fruits et légumes de chaque mois qui passe. On a donc acheté des conserves et on a acheté des bocaux. Oui, des conserves.
On appelle ça des conserves chez moi. Ah, mais alors ça, c'est un autre sujet de notre compromis, Voilà. c'est que parfois, la panos, on comprend pas et le langage de l'autre. Mais qu'est-ce que tu viens me coller la panos? Bah, ça, c'est un mot très particulier de chez toi. Vous irez voir sur Internet, ça sera très drôle. Ouais. Alors, du coup... Alors, cherchez Essuie si vous la cherchez en belge aussi. Voilà. On a fait des conserves à la fois pour la pizza, qu'on fait régulièrement. De passata, enfin de Sauce coulis tomate, de tomates, de sauce voilà. tomate toute bête, avec des tomates et des oignons. Voilà. En gros. Et puis, une sauce un petit peu plus compliquée, on va dire, avec plus de saveur. Poivrons, petites herbes et tout ça. Plutôt Pour les lasagnes, pour les pâtes, pour ce qu'on veut, quoi. Voilà, donc tout ça est parti en pot, tout ça est maintenant à la cave. On a dégagé une partie de la cave pour mettre ça en pot. C'est super, mais alors par contre, on se rend compte qu'on achète des kilos de légumes et puis ça fait pas beaucoup de... Alors avec la tomate, c'est encore plus particulier c'est parce un peu que frustrant, hein. on a fait, je pense, en tout, depuis le début, j'ai envie de dire 15 kilos de tomates. Je pense qu'on aurait pu en faire encore plus, mais on a fait 15 kilos de tomates et on se retrouve avec une dizaine de bocaux, un truc comme ça. Bon, allez, on continuera le week-end prochain. Dernier sujet, dans notre vie de couple, on voulait vous parler jeux de société parce que ça fait partie aussi des petites demandes qu'on a eues. Cet été, on a eu la chance d'avoir un joli cadeau qui nous a été fait par Mélissa et Tristan. Un jeu qui s'appelle Colt Express. Absolument. Alors vous vous imaginez Calamity Jane, Lucky Luke au milieu du Far West, dans un train avec plusieurs wagons. C'est une question de braquage, forcément. C'est une question. Il est question ici de braquer le train et de récupérer de l'argent qui se balade dans le train, tout en évitant le shérif qui, lui, se balade aussi dans le train. Donc, Max, et les balles, et les coups de poing des autres. Des autres bandits, bah oui, forcément, on n'est pas tout. Max, est-ce que tu veux nous expliquer un peu plus précisément le fonctionnement? On vous mettra aussi sur Twitter une petite vidéo explicative très bien faite par un YouTuber sur Colt Express. Voilà, et puis sur Twitter aussi quelques photos de la boîte et tout ça. Oui, alors le principe, alors ça se joue plutôt à partir de 3. Et l'idée, c'est que chacun doit essayer de ramasser des bourses ou des diamants qui sont dans les différents wagons du train. Pour cela, le système est assez intéressant parce qu'on va jouer avec des cartes actions qu'on a dans notre jeu. Et chacun va jouer, en fait, va préparer les actions qu'il va faire après. Et donc, il va falloir imaginer comment est-ce que notre personnage bouge, comment est-ce que le personnage des autres bouge pour, en gros, faire la bonne action. Parce que si tu veux donner un coup de poing pour faire tomber la bourse d'un des personnages ou tirer sur quelqu'un, il faut encore faut-il que cette personne, qu'il y ait bien quelqu'un qui soit dans ton champ de vision. Donc, c'est un petit peu de stratégie, mais c'est très fun. Voilà, on a un petit peu joué et on s'est beaucoup amusé. Et donc, on vous recommande en tout cas ce jeu. Alors, malheureusement, ça ne se joue pas tellement à 2, mais à partir de 3, c'est... Petite nuance. Je pense qu'une fois que vous y avez joué un peu à 3 ou à 4, vous pouvez aussi y jouer à 2. L'idée étant que quand vous y jouez à 2, chacun doit tenir 2 personnages au lieu d'un seul. Donc, il faut être capable d'être stratégique pour 2 personnages au lieu d'un. Et donc, c'est comme s'il y avait 4 tours, mais chacun des 2 joueurs joue un personnage A, personnage B, personnage C, personnage D. Voilà. Il faut juste avoir l'esprit organisé. Eh ben c'est parfait. Voilà, on vous laissera découvrir la petite vidéo sur notre Twitter. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, on vous invite à découvrir ce jeu. Vraiment super. Colt Express. Et pour terminer ce podcast, une petite rubrique opéra et comment l'opéra reprend en temps de... Enfin bref, vous m'avez compris. Avec 2 exemples développés par Guillaume Thion sur France Musique. Guillaume Thion développe d'abord l'exemple du Grand Théâtre de Genève qui reprend avec une production de la Cenerentola de Rossini par le metteur en scène français Laurent Pelli qui est connu pour ses mises en scène plutôt classiques mais en général assez humoristiques. On se pose beaucoup de questions. Il faut savoir que en période les protocoles mis en place par des opéras ou les théâtres sont assez stricts pour éviter les contagions. Il y a des tests. Il y a des bulles sociales, qui est un concept très belge, mais qui est repris aussi beaucoup au niveau artistique un peu partout. Et donc là, l'idée, c'est qu'on adapte à la fois la mise en scène pour limiter les rapprochements au maximum entre les différents solistes. On adapte les mesures sanitaires pour que chacun garde ses distances, y compris entre solistes, même s'ils sont fatalement un peu plus proches les uns des autres. Et puis, on le fait aussi dans le public en limitant les espaces. Voilà, ça c'est ce qui se passe à Genève et je voudrais faire
aussi parler de Lucas de Bruxelles, puisqu'à Bruxelles, la Monnaie... mes collègues ont mis en place Is This the End, qui est une création d'opéra par le compositeur Jean-Luc Falchant, dont la création mondiale a eu lieu les 12 et 13 septembre dernier. Alors, c'est un opéra qui a été construit pour être 100% diffusé en ligne. C'est un opéra qui est fait donc avec une partie vidéo et une partie musicale. Vous pourrez le revoir dans quelques temps sur le site de la Monnaie. Une pensée toute particulière pour les équipes et pour mes collègues et pour les artistes de la production, chanteurs, choristes, instrumentistes, et pour Uri Bronkhti, puisque le chef d'orchestre qui devait à l'origine diriger la production est décédé à quelques jours seulement de la direction de la création d'une crise cardiaque. C'était le chef Patrick Davin, qui était très connu en Belgique, mais aussi en Europe pour son caractère extrêmement affable et très proche des musiciens. Voilà, c'est aussi une façon de lui rendre hommage pour moi et de rendre hommage à toutes ces maisons d'opéra qui reprennent le travail et qui retournent parfois dans des circonstances ici en l'occurrence compliquées, mais avec toujours beaucoup d'envie et l'envie d'y retourner. Donc n'oublions pas les artistes, continuez à aller dans les salles de spectacle, continuez à acheter des places et continuez à soutenir la culture, parce que sans la culture, la vie serait une erreur. Merci pour cette rubrique découverte axée sur la culture aujourd'hui. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Si ce podcast vous plaît, faites-le découvrir autour de vous et n'hésitez pas à mettre une note sur Apple Podcast ou un like sur YouTube. Ce podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours, alors portez-vous bien d'ici au prochain épisode. Gros bisous, sortez masqués et à très vite pour de nouvelles tranches vitaminées.